Alors, l'humour est un allié dans nos pratiques. J'ai essayé autant que possible de réfléchir mon intervention sur ce qui pourrait se faire dans nos cabinets en tant que conseillers conjugaux et familiaux, mais aussi comment pouvoir appliquer ça quand on travaille auprès des groupes, quand on fait l'éveil affectif et sexuel et ainsi de suite. Mais pour pouvoir parler de l'humour, et comme bonne scientifique, je voulais revenir à ce que pourrait être la définition de l'humour. Est-ce que vous pouvez me définir c'est quoi l'humour? Rendre léger ce qui peut être vécu comme quelque chose de grave, C'est ce qui fait rire, ce qui fait rire, ce qui pourrait être un lien relationnel avec les uns et les autres. C'est un système de défense mature. nature. Si je veux le dire de façon psychanalytique, c'est un des systèmes de mécanismes de défense matures. Ça se différencie de l'ironie. Il y a une différence alors. Il y a l'humour et il y a l'ironie. Donc l'ironie pourrait tout de même faire quelques dégâts. L'humour un peu moins. L'humour peut être noir. Ah, il peut être noir, mais pas que. Il il y a pas mal de couleurs de l'humour et entre autres, il y a un humour jaune et un humour noir et c'est intéressant ça parce qu'il y a certains humours, et c'est les plus insolites, on les trouve là où on les attend moins. Donc dans les soins palliatifs, il y a beaucoup d'humour. J'ai travaillé avec des unités d'urgence pédiatrique où parfois il peut y avoir des décès d'enfants, donc c'est dramatique et c'est là où les équipes me parlent de comment ils peuvent entre eux utiliser l'humour parce que ça permet de décharger un peu, ne serait-ce entre eux, de la cruauté du moment qu'ils sont en train de vivre. Donc il peut être aussi pile et face l'humour noir. Donc ceci dit, voyageons un peu sur l'humour à travers le temps. Donc pour cela, j'ai commencé au fait à vous poser la question: peut-on être sérieux sans être toujours grave? Est-ce que, être sérieux, c'est être tout le temps grave? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser de l'humour sinon on n'est pas sérieux? Donc de vos réponses, je pense que vous allez me dire: on peut être très sérieux tout en utilisant de l'humour. À qui sert l'humour? Est-ce que ça me sert? Ça sert le lien? Ça sert l'autre, le système? Moi, j'ai pu connaître, et j'ai pu passer aussi par là, des stagiaires qui déjà parler devant les autres est très compliqué, donc faire de l'humour, c'est encore plus. Dans le sens où il y a le regard sur soi, il y a la difficulté de pouvoir construire une pensée et donc quand on débute, il y a beaucoup de personnes qui, se voient vouloir montrer beaucoup de sérieux et n'usent pas du tout d'humour, voilà. Parce que ça les déstabilise et pour elles, ça peut mettre leur pratique en question. Alors, historiquement, l'humour, il a un casier, assez chargé. Donc les connotations n'ont pas toujours été si favorables que ça. Si on revient à l'Antiquité, l'humour était utilisé surtout comme une force sociale, une supériorité. On se moquait de ceux qui étaient plus faibles, moins puissants, moins riches. Donc dans l'Antiquité, l'humour était utilisé comme une force sociale, moquerie, il venait là pour rabaisser. Ça continue dans la même mouvance, on peut l'accepter dans les fêtes populaires, dans les manifestations, mais quand même, il fallait tout le temps venir le contrôler, hein. Et on voit dans toute cette partie-là, par exemple, dans les discussions avec Julien, n'est-ce pas Julien? On se disait que, par exemple, le roi, il avait un bouffon. Donc il y avait une fonction quand même et le bouffon était autorisé à tout dire sans filtre, de façon exagérée et sa fonction à lui était de faire rire, mais aussi d'être sarcastique et il pouvait se le permettre parce que généralement les bouffons étaient issus d'où? Donc il peut pas y avoir de plus bas. C'était le fou du roi, c'était le bouffon du roi, donc on lui attribuait, le déséquilibre mental, la bêtise, voilà et donc du coup on pouvait accepter qu'il jouait cette fonction-là, mais ça ne se jouait pas naturellement dans la bourgeoisie ou dans les endroits quand on a un certain rang. Donc c'était souvent pour une fonction telle qu'il a été utilisé. Renaissance, époque classique, petit à petit l'humour entre de façon beaucoup plus fine, plus raffinée. On va le voir dans la commedia dell'arte, on va le voir dans les jeux de rôle, dans les masques, dans la critique. Donc c'est un art social maintenant l'humour, c'est l'humour satirique et éventuellement, en pensant à ça, je passe le brevet cette année
et en passant le brevet, j'ai vu Cyrano de Bergerac et j'ai vu combien et j'ai appris les figures de style. Vous voyez, là, je pensais à vous. Pendant des mois, je pense à vous, hein. Et donc, comment on utilisait ces figures de style, l'art du langage, pour justement pouvoir manier l'humour, mais là, comme une caractéristique de l'esprit. Là, les jeux de mots, la construction de la phrase, la répétition, les chutes, et comment on utilisait ça de façon théâtrale n'était pas anodin parce que ça commençait à monter en rang. Ce n'est plus le bouffon qui fait de l'humour, maintenant c'est les personnes qui sont bien situées, qui vont utiliser, montrer dans leur esprit l'humour qu'ils peuvent avoir. Donc voilà, ça devient une distinction, un raffinement et petit à petit, l'humour va devenir démocratisé. Plus que ça, il va y avoir avec le temps des études sur l'humour. Tout à l'heure, vous m'avez parlé des mécanismes de défense matures. Freud a parlé de l'humour. On s'intéresse à comprendre comment la personne fait usage dans ses mécanismes de défense de cet humour-là. On commence à le comprendre dans sa fonction sociétale vis-à-vis des autres, dans les sociétés, les magazines, tout ça. On va démocratiser la liberté d'expression, on va accepter qu'il puisse y avoir des revues satiriques qui peuvent encore poser polémie pour certaines personnes quand on parle de Charlie Hebdo. Donc l'humour, petit à petit, il va devenir quelque chose qui est assez utilisé, démocratisé et accepté dans nos sociétés, tout en continuant à réfléchir sur une éthique. Il est tout de même surveillé quand est-ce que je peux faire de l'humour, poser ma liberté et quand est-ce que commence la liberté de l'autre. Et c'est tout autant quand on travaille avec des groupes. L'une des choses quand je faisais les séances d'éveil affectif et sexuel, je pouvais commencer par questionner qu'est-ce que ça fait comme émotion. Et dans les émotions, il y a des enfants qui sont gênés, d'autres qui sont excités, d'autres qui sont curieux, d'autres qui me disent c'est une sorte de colère que je peux sentir dans mon corps quand on commence à parler de ces sujets-là. D'autres, donc chacun il pouvait amener, et d'autres il pouvait dire c'est très rigolo, d'accord. Et ils viennent investir l'espace avec humour, et c'est là où on va mettre les règles du groupe sur jusqu'où on peut aller dans l'humour et on peut rire de quoi et quelle est sa fonction. Vous m'avez dit quelque part ici que l'humour est lié au rire. Il est le frère jumeau du rire, mais l'humour n'est pas le rire. Et là, c'est aussi une autre histoire. Je peux faire de l'humour sans nécessairement rire, parce que l'humour est un décalage. Donc parfois, vous allez voir un truc, vous allez dire « Ah, oui, sans nécessairement avoir un fou rire ou « Tiens, j'ai saisi », vous allez être surpris, émerveillé. Ça fait partie de l'humour, ça ne passe pas nécessairement par le rire. Et éventuellement, il y a beaucoup de rire qu'on peut utiliser, pas parce qu'il y a de l'humour, c'est parce qu'on est gêné. Et ça, là-dessus, je me suis quand même intéressée, pareil dans les préparations, à voir le rire, par exemple, quelle est sa fonction chez les femmes, chez les hommes, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et par exemple, les femmes peuvent être gênées, et donc quand quelqu'un les aborde ou une situation malaisante, parmi les premiers réflexes de défense qu'elles vont utiliser, c'est rire pour s'extirper d'une situation. Pas parce qu'elles sont consentantes, ni parce qu'elles approuvent ou trouvent ça fin. Au contraire, c'est tellement pas fin que le rire est là pour montrer une certaine distance et ça reflète une instabilité, un déséquilibre émotionnel qui va se créer. Face à la même situation, les garçons, ils peuvent aller aux mains. Donc la société, c'est pas génétique, ça c'est une certitude. On a été façonné aussi d'une façon ou d'une autre où le rire a été mal connoté. Si on revient dans les musées, probablement il y a sur Arte des petits shorts qui passent, vous allez les voir si vous êtes intéressés. Rares sont les peintures qui montraient des gens qui riaient. Pourquoi? Tout le monde était sobre. Dans l'arc contraire, je ne sais pas le faire. Parce que la bouche est un orifice qui est mal vu. Et la dentition, jusqu'à très longtemps, n'était pas belle. Donc, ouvrir la bouche, c'était montrer un orifice et en plus, il est moche. Donc, qui était autorisé de rire en public?
les prostituées, les ivrognes, les personnes qui étaient mal considérées. C'était les seuls qui ont pu être peints, avec, un rire, vous voyez? Mmh. Et les femmes, par exemple, le jour de leur mariage, fut une époque où elles ne pouvaient pas rire. Et si un rire venait, il fallait le cacher ou porter l'éventail qui cachait un rire, parce que le rire était vulgaire. Donc tout ça pour dire quand même, on a beaucoup hérité avant d'arriver aujourd'hui à démocratiser l'humour et le rire comme on le fait maintenant et voir commencer une intervention en essayant de rire ensemble, vous voyez? Donc ça a une histoire et le même rire qu'on peut faire en France, on ne peut pas le faire ailleurs. Donc, tout de même, c'est pas une histoire seulement historique, c'est aussi une histoire interculturelle où rire de choses qui peuvent être à connotation sexuelle en Occident, aller faire ça dans certains pays de l'Orient, bonne chance pour vous, hein. Si je synthétise, les valeurs aujourd'hui, les signes de valeur qu'on peut donner à l'humour, donc, quelqu'un qui a l'humour fin, on peut dire qu'il est élégant. Quand on écoute certains, on est séduit de comment ils ont construit leur esprit pour pouvoir arriver à cette chute-là ou à ce jeu de mots-là. C'est une marque aussi de liberté intérieure. Aujourd'hui, les gens qui savent rire et qui ne sont pas trop pudiques, on peut parfois, les envier de cette liberté d'être eux-mêmes sans trop d'artifice. C'est un outil, qui est assez critique face au pouvoir. Donc, et par exemple, les enfants, quand ils font des sketchs à l'école pour, humoristiques vis-à-vis de leurs, profs, ils vont venir les caricaturiser. C'est une arme entre leurs mains pour faire parvenir certains messages qu'ils ne peuvent pas dire de façon frontale et c'est une ressource face à l'adversité et à la douleur. Habituellement, quand je commence mes interventions, je peux dire que je parle très bien le français, tout ça, sauf que je ne suis pas française. Je suis libanaise et je peux me permettre de mettre des préfixes et des suffixes non habituels, donc les gens, généralement, ils rient. Je me suis dit: «Aujourd'hui, je ne peux pas commencer par là parce que si je vous dis: "Je suis libanaise", je vais vous plomber votre après-midi». Voilà et la première chose, quand la guerre a repris au Liban, je supervise pas mal d'équipes et de psy, tout ça, au Liban et en visio, je leur dis: «Alors?» La première chose, on m'a dit: «Eh ben, les vannes ont repris». Et donc, l'humour est là pour permettre de pouvoir vivre. Vous voyez, les grandes manifestations où les gens étaient dans les rues et tout ça, c'est là où on riait le plus. C'est pas, voilà, parce que l'humour, il permet à pouvoir résister et c'est une bonne adversité face à la douleur. Les signes de méfiance, on peut aussi encore connoter à l'humour un manque de sérieux et de rigueur. Donc imaginez quelqu'un qui va faire des blagues, le jour de son embauche, à l'entretien d'embauche, donc on va dire, si déjà là, dans ce cadre-là, donc on ne peut pas trop compter sur son sérieux et sa rigueur. C'est un signe d'irrévérence et insoumission. Il y a encore des profs qui mettent des élèves dehors parce qu'ils rigolent tout le temps en classe. Donc c'est un signe de rébellion et puisque c'est comme ça, je vais te montrer qui est le plus fort. Sors de la classe. C'est une arme symbolique, donc c'est dans les 2 sens que ça peut être utilisé comme signe de valeur et de méfiance et c'est une légèreté qui est inappropriée face à la gravité. Donc, quelqu'un qui en situation de trauma, endeuillé, tout ça, c'est pas là non plus, si on fait l'humour, c'est une non-reconnaissance à une certaine douleur, à une certaine réalité. Voilà. Mmh. Donc on ne rit jamais hors contexte, ça c'est indispensable. On rit dans une culture, un rapport de pouvoir et une histoire. On a fait un peu une histoire, historique. Maintenant, voyons un peu dans nos métiers d'accompagnement, l'humour, comment il a été vu jusque-là et l'humour n'a pas été, très bien vu parce que traiter dans la santé mentale et traiter les personnes qui avaient un certain problème, c'est quelque chose de très, très sérieux. Déjà, on a hérité de certains courants qui, au début, étaient très puristes, qui font qu'on se doit dans une neutralité totale pour éviter tout transfert et contre-transfert. Donc imaginez si on fait de l'humour, dans un contexte où on se doit carrément neutre, oui.
Heu, pareil, cette semaine, là, j'ai beaucoup d'exemples du Liban, je suis désolée, donc je fais aussi une supervision et une psy me dit, elle est aussi dans un autre groupe un peu psychodynamique, elle me dit, «Les clients sont en train de leur envoyer les personnes accompagnées, envoient des messages pour demander aux psys si elles vont bien». Et ça a fait une crise internationale dans leur bureau parce que, est-ce que je réponds ou je ne réponds pas? Est-ce qu'il y a du transfert, du contre-transfert? Vous voyez? Donc ça a créé, bon sang, dis-lui tu vas bien, tu es pas morte et ta famille n'est pas morte. On est dans une situation où, voilà. Donc à voir jusqu'où on fait des calculs pour ne rien dévoiler de nous, aucun mot, aucun geste. Il y a des gens encore, pour les payer, il faut que la personne mette l'argent sur la table parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un contact direct avec la personne, vous voyez? Donc quand serait de l'humour? Et en même temps, la santé mentale, souvent les personnes qui sont traitées, vous voyez notre histoire, il y avait de la lobotomie, on est passé par, du drame. Les personnes étaient aliénées à l'extérieur des villes, c'est pas là qu'on va aller créer un lien et faire de l'humour. Et nous, en tant qu'intervenants, on était censés être, jusqu'à très récemment, à l'extérieur du système. Ça vous dit quelque chose? C'est quoi être à l'extérieur du système? Pas de lien avec les personnes, mais surtout on se positionne en tant qu'extérieur et expert, en tant que sachant. On est là pour diagnostiquer ce qui va mal chez les couples et les familles et les personnes. Et comme de façon des opérations chirurgicales, on se doit induire dans les systèmes ou prescrire au système des rétroactions qui vont leur permettre de retrouver leur équilibre, leur homéostasie. Mais on était l'observateur, jusqu'à il y a très peu, était à l'extérieur du système. On ne faisait même pas partie du système. Donc petit à petit, on a commencé à comprendre que ce qui émerge devant moi, il émerge parce que je suis là. Donc du coup, je fais partie du système et j'induis au système certaines choses. Donc quoi que je fasse, même si je me tais, je me mets derrière, quoi que je fasse, la neutralité est un mythe et je suis acteur tout autant, l'observateur est acteur dans le système et on peut commencer à s'autoriser l'humour. Donc pour cela, il ne faut pas confondre ce qui est prendre au sérieux, quelqu'un l'a dit tout à l'heure ici, avec être sérieux, parce que je peux être très sérieuse tout en utilisant le lien pour s'affilier. Quand l'humour a commencé à faire son chemin, au début, on l'a accepté quand il survenait naturellement, puis après, on a pu reconnaître le lien, que la valeur ajoutée qu'il peut amener dans la relation. Et on est arrivé à la fin à l'intégrer comme une modalité, comme des techniques d'intervention. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir tout à l'heure parce qu'on peut construire l'humour, on peut l'utiliser, le doser comme étant une technique pour intervenir. Et la littérature là-dessus n'est pas énorme. Donc il y a des recherches qui ont été faites, mais on est quand même dans les prémices. Et donc, on compte sur vous pour le reste. Si je donne une définition de l'humour, je dirais, mettez vos ceintures, elle est un peu dense. Okay. L'humour est une façon de produire un déplacement léger, mais réel, donc c'est un vrai déplacement, un déplacement léger mais réel du cadre de perception. Après, la personne ne verra pas les choses de la même façon. Il y a un petit décalage qui va se créer à travers l'inattendu, à travers l'image, le rythme, l'exagération, le contraste, le paradoxe ou le jeu de langage, de telle sorte qu'il y a une qualité émotionnelle et relationnelle d'une situation qui va s'en trouver transformée. Je vous ai dit, il faut mettre une ceinture. Okay. Donc vous voyez combien de composantes quand même dans cette définition. On va retrouver une composante cognitive, parce qu'il y a un certain déplacement. Pour certains, on va parler de recadrage, voir les choses de façon un peu décalée, un peu différente. Il y a une émotion. Souvent, l'humour, on a dit, son frère jumeau, c'est le rire. Donc, il y a une réaction biochimique qui va se faire dans le corps.
et on peut ressentir ou même rire. Il y a une interaction qui va impacter le lien et éventuellement tout ça dans un contexte dans lequel il s'inscrit et auquel c'est un des paramètres qui va lui permettre de se complexifier. Et là, on va arriver à quelques mots. L'humour, je viens de le définir, vous avez bien compris, je le présente comme étant un décalage qui ouvre. Et j'espère qu'il ne ferme pas, parce que un humour mal dosé, il va fermer. Donc moi, dans l'essence que je propose, c'est que ce soit un humour qui ouvre et qui déplace un cadre sans blesser ni imposer. Son risque majeur peut être mal compris ou vécu comme banalisation. Alors, l'ironie, c'est dire autrement ce qu'on pense. Ça va jouer sur le contraste, ça va jouer sur le contradictoire, l'ironie. Je suis très contente aujourd'hui. OK. Donc non, mais franchement, bravo, hein, bravo, hein. OK. Donc l'ironie, c'est dire autrement ce qu'on pense, énoncer un double niveau. Il y a un paradoxe dans l'ironie, il y a une communication paradoxale, d'accord? Une figure rhétorique dont les effets dépendent du contexte. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Une ironie n'est pas nécessairement négative. L'humour, c'est un décalage. L'ironie, c'est un contraste qui va se faire par une chose et son contraire. Mais justement, vous avez bien saisi que le risque est bien élevé d'une certaine ambiguïté où la personne peut prendre l'ironie contre soi et se sentir attaquée. L'autodérision, se prendre soi-même pour cible, mais sans se détruire. Donc, c'est une ressource vraiment intéressante dans nos pratiques. Par contre, quand l'autodérision devient une autodépréciation, ça peut me faire perdre de mon autorité, parce que l'autorité, c'est l'autocrédibilité, voire même de ma légitimité, quand ils vont voir que je suis tout le temps en position complémentaire basse. Et éventuellement, donc, soit ils prennent une position haute, ils vont commencer à me parler de haut, quoi, à me donner des ordres, ou me dire quoi faire, ou tout ça. Ou bien parfois, ils vont commencer eux maintenant à jouer le rôle de pourvoyeur de confiance vis-à-vis de moi. Donc les gens que j'accompagne ou les jeunes, me voyant tout le temps dans une autodérision qui tourne en autodépréciation, ils vont presque me consoler, tout va bien, essayer de me hausser le moral. Vous voyez, donc le risque peut devenir un jeu relationnel qui n'est pas en la faveur de ce qu'on est en train de faire ensemble. Alors, après l'autodérision, et si je vous dis sarcasme, parce qu'il y a une différence entre ironie et sarcasme. Sarcasme, c'est une ironie blessante. Donc, à partir de là, elle est agressive, elle atteint la dignité de l'autre et un sarcasme amène une rupture au niveau de l'alliance. Donc là, on est déjà dans une zone très rouge. Un dernier mot, la moquerie. Moquerie, rire aux dépens de l'autre. Donc, une des moqueries récurrentes, on entre dans le harcèlement. Je me suis dit, je vais prendre 2 petites phrases et essayons de la décliner à chaque fois, selon si c'est de l'humour, de la moquerie, du sarcasme. Comme ça, on voit un peu les températures, comment elles changent. Ça vous va? Et si vous avez d'autres propositions, vous me dites. Alors, l'un des partenaires, il vient amener en séance des propos de dispute du quotidien. Il dit: «De toute façon, chez nous, même choisir une pizza peut devenir un sommet diplomatique». OK? Donc lui, il amène ça sur un ton d'humour. Si l'intervenant va reformuler l'humour par de l'humour, il peut dire: «Chez vous, la pizza a l'air d'être un objet hautement stratégique. On n'est pas loin d'un sommet international». Donc il y a un petit décalage qui est léger, qui pourrait être partagé si la personne qui n'a pas parlé ne s'est pas sentie atteinte ou humiliée. D'accord? Donc si c'est pas contre, si c'est à deux, ils partagent cette vision, ça passe. On fait de l'ironie. Ah oui, donc on parle bien d'une question tout à fait mineure, sans aucun enjeu émotionnel, évidemment. Donc quand on a dit l'ironie, c'est dire l'inverse de ce qu'on pense. Alors si on fait de ça
Du sarcasme, impressionnant, franchement, vous êtes impressionnant. Certains couples traversent des crises. Vous avez assez réussi à transformer une margarita en guerre mondiale. OK? Si je veux faire de l'autodérision, je vous avoue que plus vous m'en parlez, plus je me dis que moi aussi je pourrais me perdre cliniquement entre un 4 fromages et une reine. OK, donc là, moi je comprends plus rien. Et si c'est une moquerie, franchement, se disputer pour une pizza, il faut quand même avoir un vrai talent pour compliquer les choses, hein. Donc, une personne arrive en retard à une séance ou à une réunion. Si je fais de l'humour, je peux dire: «On dirait que le temps a décidé de négocier avec vous aujourd'hui». Donc, je ne remets pas en question, je fais un petit sens de décalage. Mmh. Si je fais de l'ironie, quelle ponctualité exemplaire! Si je fais du sarcasme, c'est vrai qu'on n'avait rien d'autre à faire, que vous attendre. De l'autodérision, je vais éviter de vous juger, j'ai déjà réussi à me tromper d'heure moi-même. Ce qui est vrai, hein, la fois dernière, il y a 2 semaines ou 3 semaines au Liban, avec le décalage horaire, un jour, j'ai amené Julien à 6 heures du matin parce que dans 1 heure, j'ai eu une réunion et au fait, le décalage était dans le sens inverse. Donc il a attendu la matinée. La moquerie, vous êtes vraiment incapable, vous êtes vraiment incapable d'arriver à l'heure, hein. Donc tout ça pour montrer que vous connaissez le reste. À partir de là, je m'intéressais, avant de vous amener dans l'humour en tant que technique d'entretien et comment on peut le manier dans nos opérations d'intervention, à la fonction de l'humour. Mmh. Et je vais vous montrer quelques fonctions. Gardez-les en tête, parce qu'après, je vais vous demander quelques minutes de vous retrouver avec, je ne vais pas dire de couleurs parce qu'on va perdre beaucoup de temps. Je pense que vous ne vous êtes pas assis selon vos couleurs, mais comme vous êtes, pour faire un petit partage réflexif sur les fonctions que vous pouvez utiliser. Ça vous va? Alors, je peux vous proposer plusieurs fonctions de l'humour. Un premier type d'humour, l'humour, il a une fonction affiliative. Donc, l'affiliation, se connecter. C'est l'humour affiliatif, c'est ce qui nous lie. Sans lui, on serait juste des humains en pièces détachées et avec lui, on devient des pièces jointes. C'est mignon, hein? J'ai essayé. Là, je fais de l'autodérision. Donc, la fonction affiliative, elle va permettre de réduire la distance. Donc, on va faire des micro-tests pour voir est-ce que l'alliance peut se faire, est-ce que c'est hostile, et si c'est hostile, on s'abstient, hein. Donc, il a cette fonction-là, il va réduire les distances, il va humaniser le professionnel, il va réussir à installer une certaine complicité, parce que mine de rien, et là, c'est une petite parenthèse, comme vous êtes des conseillers hier conjugaux et familial. Donc, est-ce que si on essaye de voir dans l'intimité, je peux vous donner peut-être un exemple. Il n'y a pas longtemps, je suis partie chez une juriste, OK, pour une question qui était assez grave, qui, qui me tenait à cœur et je voulais comprendre comment les choses se passent et elle m'a accueillie. Avant que je parle, dans une attitude corporelle comme ça. Vous voyez? Donc et l'affiliation ne s'est pas faite. J'aurais aimé qu'elle fasse 2-3 blagounettes, comme ça je sais que je suis en sécurité, au lieu de surjouer celle qui est touchée, parce que je pourrais éventuellement, hypothétiquement raconter avant que je le raconte. Vous voyez? Donc être soi-même aussi permet une certaine accessibilité et on peut se permettre, si dans la vraie vie on a une certaine façon de faire, on peut se la permettre sans exagérer, parce que ça permet aux personnes de se voir non jugées et accueillies pour qu'ils soient qui ils sont. L'humour régulateur, c'est celui qui, à certains moments des séances, il va être utilisé quand il y a des tensions, quand il y a des tabous, quand il y a des sujets interdits dans lesquels on commence, quand il y a un silence. Et c'est là qu'un humour, il va
être utilisé. Donc sa fonction est de baisser la tension accumulée, interrompre parfois une escalade symétrique. Parmi les premières recherches sur la théorie du couple aux États-Unis, j'avais lu un livre il y a très longtemps qui montrait qui amenait des couples dans un flat, dans un appartement et qui les filmait tout le temps, dans leurs disputes comme dans leurs pas disputes. Et il disait que ceux qui utilisaient dans leur escalade symétrique un brin d'humour avaient une viabilité beaucoup plus grande parce que ça permet de faire des pauses complémentaires. Donc, ça arrêtait dans le conflit, l'escalade, vous voyez? Troisième fonction de l'humour, c'est l'humour révélateur sur comment le système interagit ensemble et la fonction que les uns ont vis-à-vis des autres. Ça veut dire, c'est qui fait rire à chaque fois? Si c'est une famille, c'est qui amène le premier pas de danse? C'est l'enfant? C'est le papa? Quelle est la fonction dans l'interaction qui se fait de ce premier pas? De quoi rit-on? Est-ce que c'est un rire, un humour noir? Quelle est la culture? De quelle matière on rit? On rit de nos difficultés, de nos handicaps? On rit de quoi on rit? À quel moment il surgit? Et parmi tous ceux qui rient, est-ce qu'il y a certains qui rient moins ou qui ne rient pas? Et là, pareil, capture d'écran, tout ça, on le laisse sur notre épaule parce que c'est une matière à travailler. Et l'humour identitaire, donc l'humour identitaire, c'est un humour d'appartenance. Dans cet humour-là, surtout quand il y a des groupes, c'est les rêves qui vont passer entre eux, c'est les gags qu'on peut répéter. Cette semaine, j'avais avec Julien un groupe qu'on démarrait ensemble pendant toute la semaine. Et à un moment donné, c'est une ref s'est instituée il y avait quelqu'un qui connaissait vraiment Gregory Bateson, qui était entre autres biologiste, mais pas que. Et une ref s'est constituée entre moi et cette personne-là, qui était de chaque quelque temps, je pouvais nommer la personne, il s'appelle Pierre, je disais Pierre, et lui il disait biologiste. Et ça avait une fonction de rigolade. Okay, on rigolait, le groupe rigolait, jusqu'à un moment, je me suis posé la question, dans ce qu'il peut aussi produire, est-ce que ça met beaucoup la lumière sur Pierre et ça peut déranger les autres, comme quoi je le prends comme un chouchou dans le groupe? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se sentir non inclus, exclus de cet humour-là, ou qu'ils ne le comprennent pas et c'est barbant, au bout d'un moment, ça revient, vous voyez? Donc, au bout d'un moment, je me suis demandé, est-ce qu'il faut arrêter avec cet humour au bout de 2 jours ou on peut le garder comme un internal joke entre nous? Jusqu'à un moment où j'ai plus dit ça et d'autres membres du groupe ont sorti le mot biologiste. Et c'est là où je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui s'est joué, pas que entre lui et moi, mais maintenant il y a une appartenance qui s'est construite. Et enfin, l'humour sécurisant. Donc, c'est l'humour qui va permettre d'aborder certaines choses délicates sans effraction. On utilise beaucoup d'humour, je pense, et ça, vous allez le discuter quand vous faites les séances d'éveil affectif et sexuel. Il y a des questions qui peuvent être tabous chez certains, qui peuvent être sensibles, parler de sexualité. Donc, l'humour, sans que ça soit contre une personne ou très vulgaire, permet éventuellement à ce que les personnes puissent se sentir dans cette vague. À partir de là, voyons voir maintenant les techniques. Je vous ai promis quelques techniques de l'humour. C'est des techniques qui sont issues de la systémique, donc on en utilise surtout en systémique, mais pas que. Et donc, du coup, je vais vous parler de quelques-unes de ces techniques qui peuvent être un allié pour nous. Sachant que je m'inscris dans un courant qui est plutôt stratégique, résolutif. Et donc, du coup, entre autres, dans ma boîte à outils, je peux venir utiliser certaines techniques humoristiques. Donc, je vais rapidement vous parler du recadrage, de la métaphore, de l'exagération, de la prescription du symptôme et du paradoxe,
et de l'externalisation du problème. Le recadrage, donc ce qui est sûr que quand on définit le recadrage, c'est tout sauf le rappel au cadre. Donc le recadrage, ce n'est pas venir dire à la personne: «Oh là, vous abusez, c'est pas le cadre, c'est pas le moment et je rappelle au cadre». C'est plutôt un pas de côté et donc c'est ce qui fait que dans les écrits que vous allez trouver en bibliographie, beaucoup ont parlé du recadrage humoristique parce qu'il permet de regarder un même objet d'un pas à côté. Donc de sortir du cadre, de regarder sous un autre cadre. Donc ça permet de déplacer l'angle de vue, de rompre avec une lecture, unique et d'ouvrir sans nécessairement obliger. C'est un décalage qui peut prendre comme pas prendre. Il ne déstabilise pas les personnes quand on le fait. Donc là, je vous ai donné un exemple. Quand dans une dispute conjugale, lui, il se ferme et elle peut continuer à venir essayer de lui faire parler, à essayer de revenir rabocher la même idée et ainsi de suite. Donc on peut venir dire: «Quand vous insistez, j'entends aussi une tentative désespérée de garder le lien, maladroite mais tenace». D'accord? Donc je donne une autre lecture au lieu que ça soit: «Elle est chiante, collante, elle comprend pas, nin donc c'est l'autre lecture qui, avec un peu de décalage, qui est que, mine de rien, elle essaie de garder le lien, peut-être pas par les meilleures façons, mais voilà. Donc lire un même comportement, un même événement, mais avec un pas de côté, pour lui donner un autre sens et si ça mord, au fait, la thérapie ou le problème, c'est une construction mentale, hein, le problème. Les gens, quand ils souffrent d'un problème, l'attention qui est accordée à ce qu'ils sont en train de vivre, c'est une équation mentale. La même chose aujourd'hui peut être posée comme étant un problème et 10 ans plus tard, elle peut être posée comme étant salutogène, vous voyez? Donc comment dire? Une séparation au niveau d'un couple aujourd'hui, c'est la fin du monde. 10 ans plus tard, vous savez, la meilleure chose qui m'est arrivée, donc tout ça pour dire que le recadrage quand même, si ça mord, ça permet à la personne de connoter un tout petit peu avec nuance, différemment le problème et si c'est le cas, une fois la représentation change, les comportements associés à cette représentation vont tout autant changer. La métaphore, c'est une des techniques que j'adore, c'est une technique indirecte. Elle est très subtile, la métaphore. Elle ne vient pas déstabiliser, on donne une image et la métaphore, quand on la construit, on prend le temps de la construire, ça amène presque dans un état de conscience modifié où les personnes comprennent tout sans qu'on leur mette devant la face les 4 vérités. J'ai l'impression que vous êtes 2 très bons danseurs, mais chacun avec sa propre musique. Mmh. Vous avez inventé le couple en mode détecteur de fumée, ça sonne très vite, très fort, puis tout le monde s'énerve contre le bruit. Donc je raconte des réalités qui, si on amène immédiatement avec leurs mots les séquences factuelles qui se passent à la maison, qu'ils nous les racontent, on va enflammer l'ambiance et ils vont se disputer devant nous. Donc la métaphore permet de pouvoir nommer certaines dynamiques, métacommuniquer sur ce qui se passe avec un langage feutré, ça se dit? Voilà, et où les gens perçoivent sans se sentir attaqués. Donc elle contourne la frontalité, elle peut toucher sans écraser et au pire, elle fait rien. Donc et elle peut rendre visible une danse qui existe sans déshabiller. Une troisième technique, l'exagération. Donc à vous entendre parler, chaque oubli de vaisselle ressemble à un sommet de l'ONU. C'est une exagération, OK? Donc on ne peut pas faire une exagération si on n'a pas suffisamment d'alliance. Donc vous imaginez si la première fois la personne vient chez vous et vous jouez de l'exagération, merci. Donc elle est intéressante parce qu'elle va révéler l'absurdité de certains scénarios, elle va venir à l'encontre de la métaphore, mettre plutôt l'effet loupe sur quelque chose qui est absurde et qu'on va venir le nommer.
Elle va dédramatiser une certaine rigidité en la poussant à l'extrême, mais en même temps, la vigilance, c'est sans alliance préalable, les gens ne reviendraient pas. Ou ils vous engueulent. Un autre exemple, vous êtes en train de me prouver tous les deux que l'autre a tort. Bon, ça fait 1 heure, vous me faites chier, quoi, donc excusez le terme. C'est fascinant. Vous le faites avec une synchronisation parfaite. Alors, le paradoxe, c'est assez intéressant parce que c'est comme l'ironie, elle va jouer sur une chose et son contraire. Et dans le paradoxe, je vous ai réservé, je vais vous parler entre autres de la prescription du symptôme avec un exemple que j'ai pu faire certaines fois, qui était la prescription du conflit. On a tout essayé. J'ai utilisé beaucoup de techniques. Ils viennent, ils s'engueulent. À chaque fois, ils décident de commencer. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez amener aujourd'hui? Vous avez réfléchi. Et ils nous racontent comment, la veille, ils ont fait le plus grand conflit. Et ça tourne autour de ces conflits. Et parfois, c'est des conflits de soquettes et de ménage. Vous voyez, donc, et dans le moindre détail. Et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, encore une fois, vous voyez? Et donc, quand, au bout d'un moment, je peux sentir que les choses peuvent ramer dans la dynamique relationnelle, parce que si, éventuellement, ils vont venir me raconter une énième fois ce qu'ils vivent à la maison, à quoi ça sert qu'on travaille ensemble? Ils l'ont raconté à sa copine, à sa mère, à sa voisine, et si je ne fais rien que prendre la narrative telle qu'elle, OK. Donc, je ne les aide pas, et au bout d'un moment, je vais fermer les yeux. Donc, je pourrais être amenée, entre autres, à faire une prescription du symptôme et leur dire, je vois que le conflit quand même est devenu quelque chose de très structurant dans votre couple. Ça fait des années et des années que ça dure, c'est un langage qui est propre à vous. Vous vous connaissez, maintenant vous pouvez anticiper ce que l'un va dire, l'autre va faire. C'est comme une danse qui a pris beaucoup de place. Certes, vous avez envie aujourd'hui que ça s'arrête. Certes, tous les deux, vous êtes en train de souffrir, c'est très douloureux pour vous, c'est pas comme ça que vous avez projeté vivre les 30 nouvelles années de votre vie. Mais quand le conflit a pris autant de place dans votre vie, on ne peut pas, comme ça, d'un jour au lendemain, lui dire vas-y, sors de la porte, quoi, quitte la maison. Pour cela, il faut quand même l'honorer parce qu'il avait une fonction. Votre couple a pu, en partie, à certains moments, exister grâce à ce conflit. Parfois, je peux même donner la métaphore des 2 souris, vous la connaissez? C'est une vraie expérience. On met une souris dans une cage, et donc là, j'utilise aussi une métaphore, hein. On électrocute, on met une tension continue sur la cage et on voit la souris, avec le temps, petit à petit, se dégrader. Et sa poilure devient moins lumineuse, brillante, et on met 2 souris et on fait exactement la même expérience, et il s'est avéré qu'avec le temps, quand le courant électrique continu passe, au bout d'un moment, elles se disputent, elles se déchargent, mais aucune n'a perdu ni la vision, n'a développé du diabète, n'a perdu ses poils. Et donc, je peux amener le conflit comme étant quand même quelque chose qui avait une fonction dans leur couple et qu'on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Et pour cela, je leur prescris tous les jours, à 16h, ils vont se retrouver dans la cuisine, parce que généralement, c'est dans ces espaces-là que ça éclate, et ils vont aller sciemment se disputer. Et ils vont dire exactement ce qu'ils disent tous les jours, OK? Et après, une fois c'est fait, ils ont honoré le conflit, maintenant ils peuvent prendre l'apéro. Souvent, la fois d'après, quand ils viennent avec une certaine complicité, ils ont hâte de me raconter, vous voyez? Et il y a quelque chose, mine de rien, parce que c'est absurde, qui a changé dans leur dynamique et dans le sens attribué à ce conflit. L'externalisation du problème. Dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, quand même, il y avait un peu d'externalisation du problème dans le sens où j'ai pu dire que le conflit est une entité qui avait une certaine fonction. On peut aller encore plus loin en externalisant le problème, en l'identifiant, en le vivifiant comme étant un tiers et en lui donnant une place. Par exemple, parce que c'est beaucoup plus simple de rire d'un tiers que de rire de soi. Donc souvent, on peut parler du tribunal domestique. On choisit ensemble
un nom auquel tous les deux ils peuvent adhérer, une entité, une forme, une durée, des caractéristiques. Et ce problème qui est récurrent étant maintenant extérieur à eux, il n'est plus en eux. À partir de là, on peut voir quand est-ce qu'il se passe, qu'est-ce que l'un et l'autre a fait quand ils s'invitent chez eux, qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'il leur fait faire, et donc on augmente leur pouvoir d'agir et on essaye, en faisant cette externalisation, de créer des narratives alternatives qui ne tournent pas autour de la mauvaise intention de l'autre, autour de la plainte, et donc ça devient un peu ludique quand on fait l'externalisation du problème, parce que le problème est devenu dehors et donc je peux le maîtriser, décider de comment gérer avec lui, quand est-ce que le mettre de côté, quand est-ce que lui donner une place et ainsi de suite. Donc la police des tâches, quand la police des tâches arrive à la maison, qu'est-ce qu'elle vous fait faire? OK, donc c'est pas elle qui, parce qu'elle est mal lunée ce jour-là, elle va, vous voyez? Le fantôme de l'injustice, parce qu'il y a des fantômes que la personne peut, trimballer de son passé et quand le fantôme de l'injustice s'immisce dans votre couple, qu'est-ce qui se passe? Donc 3 petites questions à se poser avant d'utiliser une technique, d'intervention qui peut avoir un effet, humoristique. La première, est-ce que la personne va comprendre ce que je fais? Ou elle va le prendre, mal? Entre autres, pourquoi pas garder aussi en tête certaines neurodivergences? C'est une histoire fausse que les personnes neurodivergentes ne font pas d'humour. Mais il y a certains humours de second degré qu'elles ne comprennent pas immédiatement. Vous voyez? Pour cela, elles peuvent rire 3 minutes après la blague. Mais les personnes neurodivergentes font de l'humour. Okay, donc, qu'on n'ait pas des préjugés qu'on peut mettre sur certains profils. Mais est-ce que je le fais pour qui? Pour moi ou pour elle? Parce que je suis mignonne, j'aime bien blaguer. Ou est-ce qu'elle va comprendre ce que je fais? Cela va être utile. Et est-ce le bon moment pour le dire? Et si, à une de ces 3 questions, je n'ai pas la certitude, c'est l'abstinence. Ne fonçons pas si je ne suis pas certaine que c'est un 3 oui là-dessus. Ce qui va m'aider, une autre façon pour dire la même chose, le schéma de ma décision en tant qu'intervenant. Avant toute chose, je dois reconnaître la souffrance de l'autre pour pouvoir m'affilier à elle, avant de faire quoi que ce soit comme humour, évaluer l'alliance et après viser le pattern et non pas la personne, le pattern relationnel sur lequel je mets ma dose. Tout ça pour dire que l'humour peut être un allié très subtil dans nos pratiques. Il permet d'élargir les possibles, il permet d'introduire un jeu sans que ça devienne léger et il permet de rester au service du lien. Sur ce, à vous la parole, s'il y a quelque chose à amener, des questions à poser, des réflexions à faire, et sinon, à jamais.